Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live sur la matinale d'Avant de jeu avec un invité incroyable, vous le voyez directement à l'écran. Nous accueillons ce matin Monsieur Fall. Bonjour Monsieur Fall. Bonjour Martin et bonjour tout le monde. On va vous parler ce matin, alors tu as fait un post hier, juste avant que je lance la matinale. On était prêt à se lancer en matinale, tout était quasiment prêt, et là, je me connecte sur Facebook, et qu'est-ce que je vois? Un post que tu fais en disant « Ah là là, ça va faire... en 2001, il y a eu les Trick Track d'or, ça fait donc, si je calcule bien dans ma petite tête, 22 ans que cet événement a lieu, et puis cette année... Il va pas y avoir de Trick Track d'or. C'est la première année où il n'y aura pas de Trick Track d'or. Tu as posté ça sur Facebook en disant j'aurais tellement de choses à évoquer, mais bon, faut que je regarde si je trouve des images pour faire une vidéo. Et j'ai pas pu m'empêcher avant de lancer la matinale de t'envoyer un petit message. Si tu veux, demain j'ai personne. On se fait ça ensemble, on discute, on partage tous ces bons souvenirs des Trick Track d'or. Et t'as accepté du tac au tac directement. J'ai dit oui tout de suite. Oui, j'étais surpris parce qu'à peine j'avais validé que tu m'avais contacté, j'ai dit putain, il est quand même très fort. Et puis j'ai dit oui parce que effectivement ça se refuse pas une petite discussion comme ça. Puis j'ai vu que ça faisait plaisir à plein de gens, donc c'est exactement ça. Je suis là. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Déjà, tu me dis, bon, les jeux, je m'en souviens plus, mais quand même, on va parler un tout petit peu des jeux qui sont sélectionnés. On va les évoquer plus exactement. On va vous montrer le palmarès de chaque année. Tu vas nous raconter tes souvenirs, parce qu'il y a énormément de souvenirs qui se catapultent dans ta tête et qu'on a envie de ressortir derrière pour pouvoir échanger ensemble. Ça va être super parce que ces souvenirs, c'est nos vies aussi. Alors, c'est ta vie, très clairement. Et bien sûr. Il y a pas mal de choses qui sont même très personnelles dans tout ça, mais derrière, c'est nos vies. Tout ce qui s'est passé pendant ces 22 ans, c'est des choses qui nous touchent un petit peu. Alors, je vais te donner la parole tout de suite pour nous raconter la création des Trick Track d'or, mais juste avant, un petit message quand même de l'équipe actuelle qui va gérer Trick Track et qui gère tout de suite Trick Track d'ailleurs. Ils m'ont envoyé un petit message pour me dire que ça revient. Les Trick Track d'or, il y aura d'autres Trick Track d'or qui viendront dans les années suivantes. Même peut-être dès le début d'année, m'ont-ils dit, d'année prochaine. Il est possible qu'ils rattrapent le retard. Ils sont en train de tout remettre en place. Ça prend beaucoup de temps. C'est pas forcément mort. Cette année, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Il y aura peut-être des choses quand même. On découvrira tout ça. Ils m'ont prévenu aussi. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, donc une petite pensée pour eux, pour le travail de dingue qu'ils sont en train de préparer pour faire la V7. Si je ne me trompe pas, on en est à la 7e version du site Trick Track. J'ai arrêté de compter, moi. Alors, les Trick Track d'or, qu'est-ce que c'est? Quel est le principe pour ceux qui se connecteraient aujourd'hui, qui ne connaissent pas la chaîne, qui découvrent qui découvrent Trick Track? Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas Trick Track. En 2001, ça existait déjà depuis un petit moment, Trick Track, et là, vous avez l'idée d'organiser un prix ludique. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. En fait, faut recontextualiser. En 2000, Trick Track se lance. Et il y a déjà pas mal de sites internet qui existent, des vlogs, c'est pas des vlogs, des blogs à l'époque. Oui. Il y avait Ankou, il y avait François Hafner, il y avait Ludo Lega, il y en avait pas mal, c'était très très très, très vivant. Il y avait des newsgroups à l'époque aussi, et il y avait de grandes discussions parce que tout le monde regardait systématiquement du côté de l'Allemagne et du fameux Spiel. Ouais. Dès le départ, ça faisait rêver tout le monde, ça faisait envie à tout le monde. En France, on avait l'As d'or. Ah, mais c'était pas l'As d'or d'aujourd'hui. Il était très différent, l'As d'or en 2000. C'est ça n'avait absolument rien à voir. Et en gros, personne n'était satisfait de cet As d'or, en fait. Alors, il n'était pas déclinant. Il avait une formule qui plaisait à personne, quoi, ni aux éditeurs. Et il s'est trouvé que à l'époque, sur les newsgroups, sur les forums, il y avait le forum d'Ankou, il y avait le forum de Trick Track. On discutait tous beaucoup ensemble. On sentait qu'il y avait une volonté de faire quelque chose parce que, en fait, il y avait une communauté qui était en train de se mettre en place, une communauté de joueurs et une communauté de professionnels ou de futurs professionnels qui avaient qu'une envie, c'est d'avoir un secteur qui non seulement se professionnalise, mais brille et resplendisse. Ouais. Voilà. Ouais. On rappelle, juste tout ce que cela peut comprendre. Juste pour ce qui est de l'As d'or, l'As d'or, en fait, c'est professionnalisé d'une certaine manière, est devenu beaucoup plus influent à partir de 2004, je dirais, dans ces eaux-là, quand ça a fusionné avec le prix 2003. Du jeu de l'année, dont tu faisais partie, je crois, d'ailleurs. Hein. Voilà, exactement. C'est-à-dire que ça a été une volonté évidemment, à Cannes, il y avait déjà Nadine et quelques autres personnes qui réfléchissaient. Ils surveillaient tout, forcément, parce qu'ils ont toujours été très attentifs. Et ils voyaient bien que quelque chose était en train de se dessiner. Et ils ont vu les Trick Track d'or, ils ont vu à quel point ça plaisait aux gens. Ils ont vu qu'il y avait le jeu de l'année qui était en train de se mettre en place. Ouais. Parce que même si on a monté les Trick Track d'or, les professionnels voulaient un truc
un peu plus brillant, parce que nous, en fait, on était une bande de geeks, on faisait ça dans notre coin. Alors ça rayonnait, c'était optimisé, enfin pas optimisé, c'était grossi par la naissance d'Internet, une espèce de bulle. Tu sais, on était peut-être 400 à communiquer entre nous. Ça, on avait l'impression qu'on était des millions et qu'on représentait la terre entière, enfin la francophonie entière. Donc ça a attiré tous les regards. Donc Cannes a bien vu que c'était en train de quelque chose était en train de se créer. Il voulait pas louper le train en marche. Donc ils nous ont contactés. Alors c'est Marc Nunes qui discutait, parce qu'il était très présent sur tous les fronts, qui discutait avec les gens du Festival de Cannes, et qu'on dit en fait, si vous voulez renouveler le festival, avoir un côté plus moderne, allez voir les gens de Trick Track. Donc Nadine est venue nous voir, et c'est là que c'est parti, avec notre expérience d'organisation des Trick Track d'or, avec notre expérience et notre connaissance de tous les joueurs. Et en fait, c'était très intéressant parce que ça nous a permis. Moi, je voulais pas laisser tomber les Trick Track d'or. Il n'était pas question de mettre les Trick Track d'or dans le Festival de Cannes. Il y a eu des discussions, pas en ce sens, mais comment faire pour que tout ça s'harmonise le mieux. Voilà. Et ça a permis, d'un côté, moi j'avais une image très précise. Enfin, on avait une image très précise avec le MOPS et tous les gens de l'équipe de ce qu'on voulait faire des Trick Track d'or, les raisons, le pourquoi, le comment. Ce qui nous a permis de discuter, de travailler sur un as d'or qui avait sa propre vision, sa propre démarche et un public différent. Parce qu'on va le voir quand on va s'attaquer aux jeux qui gagnaient le Trick Track d'or. C'était des jeux très spécifiques, c'est-à-dire ça représentait les joueurs que nous étions, clairement. Oui, alors, pas forcément que du gros jeu, et plus on va avancer en date, notamment sur la fin, mais tu n'étais plus forcément dans le... Parce qu'au début, c'était un jury, on va reparler de tout ça, on va reparler de la création du Trick Track d'or, on va repasser dans l'ordre, parce que là, je suis en train de partir dans le désordre complet, mais c'est intéressant, ces histoires de création de prix. On parle de 2001, donc c'est vraiment, rappelons-le quand même, c'est encore le début d'Internet, hein, Internet grand public. On dit souvent qu'il s'est lancé en 95 avec le lancement de Windows 95, ça existait déjà avant, mais c'est là que les gens ont commencé à se connecter vraiment chez eux. Et tous ceux qui sont précurseurs d'Internet sont arrivés entre 95 et 2000. Moi, j'ai ouvert mon blog en 2000. Donc, c'est là que je suis arrivé sur Internet aussi. On est tous arrivés à cette époque-là, sur les forums, dans les discussions. Trick Track, c'était créé quand ? Alors, moi, j'ai monté le site, j'ai ouvert en 2000, et Trick Track était intégré au site que j'avais monté, qui était un site qui parlait de la ville d'Orléans. Oui. J'avais des ambitions, on va dire, petites, qui étaient même pas régionales, qui étaient locales, et je voulais parler de tout ce qui m'intéressait, y compris du jeu. J'avais un partenaire qui était le magasin de jeux dans lequel travaillait le Dr Mops. On était joueurs, donc forcément il y avait plein de rubriques, et Trick Track était dedans. Et en fait, je l'ai sorti de rue d'Orléans, on va dire fin 2000, début 2001. Voilà, oui. Le site tout ouvert. Voilà. Alors tous les avis, etc., étaient sur le site d'Orléans en même temps, mais il y avait une entité séparée début 2001. Et donc, les Trick Track d'or, c'est très vite en fait. C'est dès la deuxième année, vous organisez le prix. C'est un événement physique. Vous vous réunissez dès le début ? Alors oui, c'est ça. En fait, dès le départ, il y avait de grosses discussions pour créer un prix. Et il y a le net jeu, je sais pas si tu te souviens, qui avait été créé. Ouais. Par Ankou, qui était un jeu, qui était un autre forum. Un autre forum, et c'était un prix. Alors avec de grandes discussions. En fait, c'est un peu à cause du net jeu que le Trick Track d'or est né. C'est-à-dire qu'il y avait une discussion un peu collégiale de savoir ce qu'il fallait faire comme prix, et puis un jour, on reçoit un mail, c'est le mec d'Ankou qui dit, bah là, j'ai créé le prix, net jeu. Voilà, si vous voulez participer, vous mettez un logo sur votre site, je mets un logo comme quoi vous participez. On commence à discuter, on a été un peu mis au pied du mur, enfin, nous, on avait le sentiment d'être mis au pied du mur avec le MOPS, on commence à analyser des trucs, puis tu sais, moi, je commence à discuter, puis je dis, ouais, alors comment ça marche pour faire les votes? Est-ce qu'on peut voter 2 fois? Patati patata, enfin, tu vois, j'avais, techniquement, et je commence à poser des questions, et puis le ton monte, mes questions n'étaient pas très appréciées, pourtant, il me semblait, et j'ai gardé les traces des échanges de mails, il me semblait être plutôt sympa et correct. Mais bon, le type avait envie de faire son truc. Il lui dit, si vous voulez faire un truc à vous, faites-le. C'était François Hafner à l'époque? Non, c'était, il s'appelait Sean, le mec d'Ankou, je crois. Ah oui, d'accord. Il avait un pseudo. Enfin bref, la discussion tourne au cours, il fait son net de jeu, il me dit, si tu veux faire ton prix à toi, fais ton prix à toi. Moi, j'ai dit, moi, les prix, j'en ai rien à foutre. C'est pas un truc qui m'intéresse, j'avais d'autres priorités. Et puis, dans ma tête, quand même, comme j'avais commencé à réfléchir à comment mettre en place un prix, quel était l'intérêt de faire un prix, qui allait voter, comment les sélectionner, etc. En développant Trick Track, je commençais à mettre les outils en place en me disant, c'est là, et puis un peu, voyant le net de jeu arriver, et voir comment c'est dit, je dis, moi, ça me satisfait pas. Oui, mais non, mais. Et au lieu de faire comme font la plupart des gens, c'est-à-dire aller vomir dans les forums, je me dis, je vais faire le mien qui correspond à mes goûts. Et donc, avec le MOPS, on discute, on met ça en place, et on lance de manière potache. Vraiment de manière potache. C'était, pour contrebalancer tout ce qui était fait, tout ce qui était dit, on dit tiens, on va créer notre truc. On jouait tous les vendredis soirs, tous les samedis,
tous les dimanches avec des potes dans une garçonnière chez Coche, qui était mon voisin de rue. C'était notre voisin de rue avec le Bobs, parce qu'on habitait au même endroit, donc on était un petit groupe de gars. On se dit, nous, ce qu'on va faire, on va jouer un week-end complet et on va dire, c'est le meilleur jeu du monde, c'est celui-là. Et donc, on va l'encadrer, on va faire un petit coffret joli, on va lui trouver un nom, on va le décorer, on va faire des trucs, etc. Et pour que ça corresponde à à ce dont on avait envie, c'est-à-dire un truc de joueurs, avec des joueurs qui jouent au jeu sélectionné. C'était ça l'idée. L'idée, c'est de faire une liste et de jouer à tous ces jeux pour pouvoir les comparer. Alors, sur des critères, j'ai toujours dit quand on faisait des réunions d'As d'or, de Trick d'or. Bah oui, mais t'en as fait des réunions d'As d'or. Je disais aux gens, vous créez vos propres critères. Si vous sélectionnez un jeu parce que vous aimez le rouge et que ce jeu comporte le plus d'éléments rouges dedans, ça vous regarde. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer avec chacun ses propres critères. On va compiler tout ça et on aura celui qui correspond le mieux au groupe de joueurs qui est sélectionné. Voilà. Donc là, c'était une bande de potes, mais on a lancé un appel sur Trick Track. Voilà, on a créé les Trick Track d'or. Voilà comment ça a fonctionné. Toute l'année, vous votez en ligne. Vous votez pas. Toute l'année, vous donnez des avis en ligne sur les fiches de jeu. Nous, on les compile. On va pouvoir, avec un calcul savant que j'ai donné pour que les gens sachent de quoi il était question, on va faire une liste. Les 10 premiers, on va les prendre et on aura un week-end pour jouer à ces 10 jeux-là. Et à la fin, on dira, ben voilà, nous, on représente ce qu'on représente, mais celui qu'on a préféré, c'est celui-là. Le second, c'est celui-là. Le troisième, c'est celui-là. Et après, on mettait ça en ligne et les gens avaient un support supplémentaire pour sélectionner un jeu qui les intéressait. Donc ça, c'était la première formule, et qui a duré très longtemps d'ailleurs. La formule, c'était une sélection collective avec le site internet à partir des notes qui étaient données sur le site, et ensuite une réunion de spécialistes qui se retrouvent et qui prennent du plaisir à jouer ensemble pour élire, pour discuter et choisir quel serait le podium. Donc dès la première année, parce que moi j'ai participé au Trick Track d'or, alors en 2012-2013, dans ces années-là. Et donc ça remonte aussi, hein. Quand j'ai vu la date, je me suis dit, mais c'est si vieux que ça. C'est fou, il s'est passé beaucoup de choses depuis. C'est que tu as participé à des Trick Track d'or qui ont été organisés par Dimitri et Anne-Catherine. Et c'est rigolo parce que donc, nous, on balance ce poste, on va se réunir. Alors nous, on avait notre jury déjà, c'était la bande de potes d'Orléans, en fait. On dit, ceux qui veulent venir peuvent venir, en se disant, mais personne ne va jamais venir. Bah oui. Ça faisait 6 mois que le site existait, et je reçois un mail. Le premier mail que je reçois, c'est Dimitri et Anne-Catherine, un couple. Et je vais voir ma femelle, je dis, on est en 2000, Internet vient de s'ouvrir. Et je dis à ma femelle, dis donc, il y a un couple qui me répond là sur Internet, on les connaît pas, ils veulent venir pour les Trick Track d'or. C'est un peu surprenant. C'était un milieu vraiment très masculin, le jeu de société. Vraiment, il y avait des femmes présentes, mais elles étaient peu joueuses. Elles étaient dans les ludothèques. À l'As d'or, c'était quasiment que des femmes. Elles tenaient des boutiques. Mais nous, on fréquentait quasiment pas de joueuses ou très, très peu. Ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Et un couple nous contacte. On se dit, mais t'es sûr que c'est pas un couple échangiste ou je sais pas quoi, c'est le truc un peu. C'était tout bizarre. Donc ça, c'était. Et du coup, t'as accepté direct. Et un autre. Ouais, c'est ça. Et alors je dis, mais nous, on peut pas vous héberger. Non, on va aller à l'hôtel, etc. Et donc ça, c'était le premier truc rigolo. Alors ils sont venus de Lille, donc du nord de la France, dès la première année. Dès la première année, avec Damien, qui était quelqu'un aussi un autre Damien qui était de là-bas. Enfin, une petite poignée de gens de Lille sont venus. Il y a Crazet. Oui. Crazet, c'est Fabien Gridel qui vient de sortir qui vient de sortir un jeu récemment. Alors il a sorti Path of Civilization et Turing Machine il n'y a pas très longtemps, qui a rencontré un succès dingue aussi. Exactement. Et donc Fabien était un des premiers à venir au Trick Track d'or. Il a déboulé, il était tout jeune. Il était sur la première année aussi, Fabien. Il était sur la première année. Ah ouais. Et alors c'était rigolo parce qu'on s'est retrouvé avec pas mal de monde à dormir en fait chez les uns chez les autres. Nous il y a des gens qui ont dormi par terre dans notre salon. Il y avait une femme qui est venue. Son pseudo c'était je me rappelle plus, mais il y avait une femme qui était venue parce que j'y avais pas beaucoup de temps, mais il y en avait quelques-unes. Et il y en a une qui s'est déplacée. Comment elle s'appelait? Brigitte Lahaye. J'ai oublié son pseudo. Je tente des trucs, hein. Non, c'est pas Brigitte Lahaye. Je me rappelle plus de son pseudo. Elle s'appelait. Mince, ça me reviendra un autre jour. Bref, on s'est retrouvés tous. Elle a dormi à la maison. Fabien a dormi chez notre pote. C'était gamin juste à côté. Enfin, bref, et alors c'était vraiment des rigolos. On a fait couiner Fabien à des jeux. C'était Marie, je suis Marie comment mince, je connais qu'elle. Corel, qui habite Besançon, qui est devenue, en fait, c'était pas Chorel, non, c'était pas. Parce qu'elle, elle gérait le forum.
aussi. Ouais, j'irai le fois, mais un peu plus tard. Bref, on se retrouve avec une petite poignée à dormir à droite, à gauche. Le Mops, comme il avait quelques connaissances, il nous avait trouvé une salle à Orléans-la-Source, à l'extérieur d'Orléans. Mais enfin, c'est Orléans, mais pas Orléans en centre-ville. On s'est retrouvé là-bas en plein hiver, dans une salle municipale qu'on nous avait prêtée, qui n'avait pas été chauffée depuis 15 jours. Il faisait moins 10 degrés. Il rajoute des trucs. On a joué là-bas, mais c'était l'enfer. On a joué là-bas. Les gens étaient en manteau. Ils avaient des bonnets. Ils avaient des moufles. On n'arrivait pas à bouger les pions. On a tenu une matinée. Mais c'était l'air glaciaire, en fait, hein. Ah, c'était monstrueux. Et on s'est tous retrouvés, en fait, à la maison. On s'est répartis entre les deux appartements qui étaient éloignés de 25 mètres, à jouer les uns et les autres. C'était vraiment, on a acheté de la bouffe, on s'est fait à manger entre nous. Enfin, c'était absolument extraordinaire. Moi, j'en garde un souvenir absolument incroyable. Toute la famille, les enfants étaient petits, etc. Et on faisait des interventions dans un bar, un café-jeu. Alors, c'était pas un café, c'était un bar littéraire qu'on avait investi avec le Mops et on faisait tous les vendredis, les premiers vendredis du mois, on faisait des soirées-jeux et on a fait une soirée finale là-bas où on a joué. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que on avait des enfants. C'est la période où moi, j'étais encore à la moitié parent à la maison et je faisais tric-trac. J'étais très investi dans l'éducation des enfants et dans le système scolaire avec les enfants. Je connaissais tous les instituts, on était amis avec le directeur de l'école, etc., avec plein de parents d'élèves, parce que les enfants venaient chez nous le mercredi, et donc on avait créé un trick-track d'or avec les enfants. Et c'était une sélection de jeux faite par les enfants, et c'est les enfants qui avaient joué aux jeux d'enfants, qui avaient sélectionné leurs jeux, et il y avait plein d'enfants avec les parents. Enfin, c'était absolument génial. On est en train d'essayer de faire un truc comme ça avec Aline, on n'invente rien en fait. C'est pas si évident de trouver des nouvelles idées. Vous avez tout fait avec Trick Track. Pas tout, mais on a fait beaucoup de choses. Vous avez fait pas mal de choses. On est toujours en live avec Monsieur Fall pour vous parler de la création des Trick Track d'or à un prix qui a beaucoup compté et qui compte toujours beaucoup, même si cette année il n'aura pas lieu en cette fin d'année. En tout cas, peut-être ça viendra plus tard. On a eu ces informations-là. Je n'ai même pas mis le sommaire de cette émission parce qu'il n'est pas très intéressant. On va parler des différentes années. L'année 2001, l'année 2002. Après, on passera à l'année 2003. On est sur l'année 2001 tout de suite. Et est-ce qu'on dévoilerait pas le palmarès, même si, et je ne sais pas si tu t'en souviens, on va montrer le palmarès de cette première année. Le jeu qu'il avait emporté, c'est Medina. On en a parlé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, parce qu'on l'a fait découvrir à Pénélope quand elle est venue au chalet. C'est Ludovic Maublanc qui lui a fait découvrir. Ils ont enregistré, je crois, une séquence à 2 d'ailleurs sur notre chaîne pour présenter ce jeu qui est resté. Parmi pour les joueurs, ça reste un jeu très important, Medina, un jeu de Stéphane Dora de mémoire, parce que j'arrive pas à lire d'ici. Ça. Moi, je l'ai devant moi là. C'est parce que je faisais des manipulations, j'évitais pas du lancer de cailloux. J'étais en train de chercher ma fenêtre où j'avais mis les prix. Ouais, Medina, c'est Stéphane Dora. Les deux autres, ça a été on en parle Bali moins. Bali, je me rappelle un peu, mais la Fureur de Dieu, je me rappelle pas du tout de celui-ci. Alors bon, la Fureur des Dieux, il y avait un biais léger. Hein. C'est un jeu c'est un très bon jeu. C'est Dominique Erard, qui est un auteur orléanais et qui était un peu un peu du coin. Donc les gens le connaissaient. Donc je ne dis pas que le vote a été biaisé, que les gens votaient pour lui parce qu'ils le connaissaient. Mais il y avait un petit effet auteur de jeu du coin quand même. Mais ça reste un très bon jeu. C'est un jeu en plus qui avait une polémique parce que déjà en 2000-2001, il y avait des polémiques sur les jeux et les plagiats. Il y avait une embrouille avec un auteur italien, je me souviens, La Fureur des Dieux. Medina, c'est un excellent jeu et ça restera à tout jamais un excellent jeu à l'allemande. C'est un jeu qui a une anecdote rigolote. C'est qu'il y avait un problème de traduction de règles, parce que nous, on jouait à des jeux allemands qui étaient traduits parfois à la va-vite, on va dire, ou par des gens qui n'étaient pas forcément des traducteurs. Et nous, on s'était embrouillé entre joueurs sur un point de règle. On n'était pas d'accord. Et quand un point de règle nous posait problème et qu'il y avait 2 interprétations possibles, on prenait toujours l'interprétation qui compliquait le jeu. Et on avait joué avec une erreur de jeu qui avait compliqué le jeu terriblement. On s'en est rendu compte 2 ou 3 ans plus tard, mais on ne pouvait plus revenir en arrière parce qu'on trouvait le jeu pas du tout intéressant avec la vraie règle. Ah bah oui. C'est assez rigolo. Bah donc c'était la variante française. Il a remporté en 2001 le prix, donc déjà un succès parce que le premier jeu qui a gagné, c'est un jeu qui est resté. Je pense pas qu'il soit toujours disponible aujourd'hui. Je suis pas certain qu'on puisse le trouver en boutique. Il y a Gigamic qui l'a repris un peu plus tard, mais je pense pas qu'il l'ait en cours d'édition. Ça reviendra peut-être. C'est un classique du jeu de société. Vous avez continué l'année suivante, rebelote. Ouais, même format. On a un peu plus chiadé. On a sélectionné un peu plus. Il y a eu un peu plus de gens. On a fait ça de manière un peu plus carrée parce que ce dont on s'est rendu compte, si au début la première édition était potache, on s'est rendu compte que ça avait un impact
Ah bah oui. Sur plein de niveaux. Sur les joueurs, déjà, qui étaient très contents d'avoir un prix dans lequel ils se reconnaissaient vraiment, sur lesquels ils avaient un poids. C'est-à-dire qu'il y avait un poids quand tu votais pendant l'année. Ça avait un poids parce qu'ils venaient et ils jouaient. Il y avait ce bonheur de se réunir. Il y avait de grandes discussions sur le forum. Ça avait un impact sur le secteur parce que les gens se disaient ça fourmillait quoi dès que Medina a gagné. Alors on n'était pas des milliers de joueurs, mais il y a eu quand même des ventes qui se sont produites grâce à ça. Ah oui. Et moi je me suis rendu compte tout de suite que ça avait un impact sur le site. Les gens commencent à mettre plus d'avis puisque ça avait un impact au bout d'un an. Les avis que tu mettais avaient un impact sur la sélection de l'année. Donc il y avait un truc utile au développement de Trick Track, au développement de la communauté, au développement du secteur. Donc forcément, on a pris le temps. Je dis toujours parce que c'est moi qui connais. Mais on a pris le temps de discuter avec le MOVS, d'analyser, discuter avec plein de gens, des gens du secteur, des joueurs, et on a commencé à structurer ça un peu mieux pour que ça ait un peu plus de gueule. Et effectivement, on a continué sur la même formule l'année suivante. Alors, on a Pierrot qui nous dit il est 8h24, alors il est plus 8h24, et ils en sont toujours à 2000 ans. On va accélérer aussi parce qu'en fait il y a des anecdotes sur certaines années, notamment celle du début. Après il y en a sur d'autres où il y a moins de choses. On regardera les prix par plaisir, mais on va les enchaîner au bout d'un moment. Et sur la deuxième année, il y a aussi des anecdotes, on va le voir. Pierrot qui avait fait d'ailleurs, je crois, des logos. Alors je sais pas si c'était le logo du Trick Track Door qu'il avait fait. Il a fait le logo des Puicos, ça j'en suis sûr. Oui, ça c'est Celui qu'on voit là, je pense pas que ce soit lui particulièrement, mais on va passer à l'année 2002, et l'année 2002, je sais qu'il y a des anecdotes aussi, parce que je vois sur la troisième marche du podium un jeu tout à fait particulier. On regarde les jeux qui l'ont emporté. Alors là, il y a Chunk, je sais pas comment on le prononce, le premier. Nous, on l'appelait le jeu du safran, parce qu'on échangeait du safran, si je me souviens bien, dans ce jeu. Ouais, c'est excellent ce jeu. Longtemps que j'ai pas joué, mais bon. Qui avait remporté le prix cette année-là. Mais on y a joué quand même pendant pas mal d'années derrière. Mexica qui était un peu la suite de Tikal. Ouais. Un jeu que j'adore. Alors, je préfère Tikal à Mexica. Ah oui, Tikal est resté, les deux autres un peu moins, les jeux qu'on suivait un petit peu moins. Des fameux jeux à point d'action à l'époque. Mais il va reparaître, Tikal. Il y a des projets qui sont en cours là actuellement, je crois, chez Super Meeple, de réédition encore de ce jeu-là, qui est un grand classique du jeu de société, Kramer Kissling. Et le troisième, alors je sais pas si tu as d'autres anecdotes, mais je sais que sur le troisième, il y a des anecdotes sur Himalaya. Ah oui, c'est Marchand d'Empire. Marchand d'Empire, c'est absolument, ça reste un souvenir très plaisant à évoquer, et ça montre bien comment fonctionnait Trick Track et ce qu'était le milieu à l'époque. En gros, sur Trick Track, le système d'élection, c'était les votes. Peu importe d'où venait le jeu. Le truc, c'était les dates. Il fallait que ce soit sur 18 mois courants. Enfin bref, c'était les dates de création du jeu. Et à l'époque, on acceptait aussi des jeux qui étaient en téléchargement et en fabrication gratuite. C'est-à-dire que il y avait un jeu qui s'appelait Marchand d'Empire, qui avait été créé par un auteur de jeu, qui l'avait mis en téléchargement gratuit. On avait créé une fiche, les gens pouvaient le télécharger et pouvaient donner l'avis. Et il se trouve que ce jeu, alors à l'époque pareil, on n'était pas des milliers. Mais oui, on pouvait le faire. Vraiment. N'essayez pas de mettre votre jeu en téléchargement, les gens vont pas l'imprimer, ils ont d'autres choses à faire. Mais voilà, à l'époque, c'était peut-être faisable. Ça se faisait, parce qu'on était vraiment des vrais passionnés, des ultra geeks, et une grande majorité des gens qui étaient sur Trick Track l'avaient fabriqué. Alors quelqu'un qui fabrique le jeu, c'est au minimum 3-4 joueurs. Ouais. Minimum. Donc, il suffisait de 50 personnes qui le fabriquaient et tu avais 200 joueurs. Et 200 joueurs, c'était 200 avis et ça pouvait être sélectionné. Et donc, ce jeu avait été sélectionné. Et donc, il pouvait participer au Trick Track d'or. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que son auteur, c'était Régis Bonnecé. Et il a débarqué au Trick Track d'or. Il était tout mignon. Alors, Régis Bonnecé, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Libellude, c'est Dixit, c'est l'éditeur de Dixit, mais c'est quelqu'un qui a compté dans le monde du jeu. Après, nous, on l'a vu débouler. Il avait créé un site dans lequel il mettait tous ses protos. On pouvait les télécharger. Il avait, je sais pas, moi, une vingtaine d'années, ce garçon. Il a déboulé. Il avait 23 ans, 23, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais pas exactement. Je sais qu'il est à peu près à mon âge. Donc, il était assez jeune. Il était tout minot et il a débarqué avec son jeu. Alors, on a failli pas pouvoir y jouer sur place. Et donc, il a fallu être disqualifié parce que même si tu étais sélectionné, ce qu'il fallait, c'est que chaque membre du jury puisse y jouer. Oui. Il avait envoyé le jeu, il a été perdu par la poste, on l'a reçu après les Trick Track d'or, mais je crois que c'est Fabien Gridel, il me semble de mémoire que c'est Crozet qui avait amené le jeu qu'il avait fabriqué,
Il était absolument pas manuel. Son jeu ressemblait à rien. C'était découpé vraiment à l'arrache. D'ailleurs, quand je crois me souvenir que quand Régis a vu le proto, il était, c'est bon, personne va aimer mon jeu, personne va aimer mon jeu. Mais à l'époque, on s'en foutait. Les graphismes, c'était pas important. Ce qui nous intéressait, nous, c'était le plaisir qu'on prenait à la mécanique. Alors, tu rajoutes à ça le plaisir d'un jeu, d'un auteur qui est pas édité. On sentait, nous, le potentiel du jeu. Enfin bref, il y a des micros-éléments qui font que le jeu est arrivé troisième. Moi, j'adorais ce jeu. J'adorais jouer à Himalaya. C'est un peu clivant parce que c'est un jeu dans lequel quand même tu joues avec les joueurs et il faut essayer de deviner ce que les autres vont faire. Donc ça, tout le monde n'est pas doué là-dedans, mais je suis pas étonné que tu aimais beaucoup ce jeu-là. Il a été édité après par Tilsit dans une première version, donc c'est devenu Himalaya après, un petit peu derrière, puis qui a rencontré un succès critique évident. Il a été très bien cette édition, si je me souviens bien. Puis il y a eu une deuxième édition, pas dans la boîte de Régis Bonnetsey, beaucoup plus tard chez Libellude, qui s'appelait Lord of Xidit, où c'était, de mon point de vue, un poil surédité. Il y avait beaucoup de manipulations. Je crois que je préférais jouer à la version d'avant. Moi aussi, je préfère les trucs un peu plus sobres. Quand le graphisme te brûle un peu les yeux, c'est compliqué. Enfin bref, ça reste un moment extraordinaire. Moi, je revois encore la tête de Régis arrivant au Trick Track d'or. Enfin, c'était vraiment extraordinaire. On a joué pareil là, autour de la Terre, qui était le petit bar littéraire, et ça reste des souvenirs extraordinaires. Et pareil, on avait les Trick Trackers enfants, qui sont pas notés là, mais il y avait des Trick Trackers enfants. Alors c'est marrant parce qu'en l'évoquant, je revois les images de mes enfants à la table, très investis, avec les vraies discussions d'adultes en fait. Ils discutaient sur l'intérêt de tel jeu, c'était vraiment fascinant. Je me demande si c'est pas ce que j'ai préféré cette période avec les enfants. C'était une très très bonne idée. Puis quand on voit aujourd'hui la difficulté qu'on a de mettre en avant les jeux pour enfants en ayant des arguments qui sont à propos, y compris dans les grands prix ludiques actuels, c'est pas si simple d'avoir des vraies sélections de jeux enfants, enfin des vrais jurys en tout cas spécialisés jeux enfants. C'est pas le cas de l'As d'Or par exemple, il n'y a pas un jury spécialisé, c'est le même jury qui fait les jeux enfants et les jeux adultes. Vous étiez vraiment précurseur, très en avance sur votre temps, puisque ça n'a pas été remplacé tout de suite. On enchaîne. Mais je me souviens, une petite dernière anecdote avec les enfants, je me souviens qu'ils avaient fait gagner Villa Paletti. Oui, un jeu Zor. Un jeu qui a fait c'est un jeu qui a fait un carton. Il a eu le Spiel des Jahres enfants juste après nous, juste après que les enfants d'Orléans aient donné ce prix à ce jeu. Il a eu le Spiel juste après. L'auteur il m'a envoyé un mail pour remercier les enfants parce qu'il avait été beaucoup plus touché par le fait de recevoir un prix donné par les enfants que de recevoir le Spiel donné par les adultes. C'était pas extraordinaire? C'est ça, bref, les souvenirs. On passe à 2003. C'est ça les bons souvenirs. On enchaîne avec 2003. Je vous ai mis déjà le résultat parce qu'on va pas faire de suspense pour chaque année. Il y en a encore pas mal. Des jeux. Alors, Edelstein and Reich. Celui-ci est le plus trouvable, mais c'était pas mal du tout comme jeu. La Crypte des Pirates, c'est un jeu qui a beaucoup marqué les gens à l'époque. On a prévu d'en reparler, nous. On a prévu de faire une émission spéciale sur les pirates et je pense qu'on évoquera ce jeu-là qui est un des premiers jeux de pirates avec aussi, parce que c'est encore le pirate, c'est à la fois un thème et une sorte de mécanique. Quand on dit jeu de pirate, on s'attend à ça, déplacer son bateau, récupérer des marchandises, attaquer les autres. Ça vieillit, de mon point de vue, ce jeu-là. Et puis, Gang of Four, qui reste un grand classique du jeu de société, du jeu de cartes, en 3e position. Alors là, on voit que c'est très différent, les jeux. On part dans toutes les directions. Parce qu'il y avait de plus en plus de joueurs qui voulaient venir, en fait. Ce qui va expliquer que l'année suivante, on se déplace. Tu vois, là, on a fait 3 années à Orléans. On avait commencé on n'était plus à la maison, là. On recevait plus personne chez nous. Les gens allaient dans des hôtels. On se débrouillait pour pouvoir les héberger, dans des hôtels. Alors, chacun payait son truc, hein. C'était vraiment, les gens venaient, ça leur coûtait, en fait, hein, le déplacement, la bouffe, l'hébergement. Alors, on négociait des fois pour avoir des tarifs dans les hôtels, mais c'était vraiment chacun en totale autonomie. C'était de la bonne volonté de chacun. Mais il commençait à y avoir un peu trop de monde. Et moi, j'avoue, je déteste organiser des trucs. Oui. Et ça commence à être pesant. Déjà à l'époque, je réfléchissais à comment automatiser tout ça. Et c'est pour ça que l'année d'après, on quitte Orléans et on va à Rennes, parce que à Rennes il y a un festival qui se monte et on décide à la même époque que les Trick Track d'or s'organisent, et on décide de se déplacer parce que des gens qui n'ont pas les moyens ou pas envie de se déplacer aimeraient bien participer. Et donc on décide de profiter d'événements pour organiser les Trick Track d'or ailleurs, avoir plus de monde dans un cadre qui est encadré par d'autres. Moi, j'ai juste à m'occuper de la logistique, de gérer les Trick Track d'or, en fait, la comptabilité, la gestion de la saisie des votes, etc. Et donc, on va à Rennes. Il y a un festival qui est organisé là-bas. Et
ça prend une autre dimension et c'est un autre plaisir qui se met en place. Le plaisir de participer à un festival, le plaisir de rencontrer des gens qui sont heureux de te voir de jouer en parallèle avec un public qui voit ce que tu fais, qui se demande ce que tu fais, parce que les gens venaient. C'est un moment où le jeu essayait de se répandre. Donc on avait un public qui découvrait le jeu de société, mais tu avais un endroit où tu pouvais voir des geeks la tête sur des plateaux avec des cubes en bois, parce que c'était essentiellement des cubes en bois. Donc c'est à Rennes que ça s'est passé pour la première fois. Donc ça, c'est en 2004. Et 2004, alors le jeu qui gagne, il est resté pendant très longtemps sur les tables des joueurs. Et c'est un jeu auquel les joueurs jouaient en boucle. Là, on était vraiment dans le Saint-Pétersbourg. On l'a vu tourner et retourner encore des nuits entières sur ce jeu-là, qui a rencontré un grand succès. Le deuxième aussi, moi j'adorais le second. Là, on voit Power Grid, mais je pense qu'à l'époque, c'était Fuckenschlag. Ouais, exactement. Et puis, en troisième position, Santiago, qui est un peu moins resté, mais qui a marqué également son époque. Et là, tu vois, Saint-Pétersbourg, j'ai reçu un message hier, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Saint-Pétersbourg, à l'époque, il y avait Cyril Demingue, donc Istari, qui n'était pas auteur, qui n'était ni auteur ni éditeur, qui est venu à Rennes et il se rappelait qu'on a passé des heures et des heures à jouer à Saint-Pétersbourg. Oui. C'est-à-dire qu'il fait partie des gens qui ont voté pour que Saint-Pétersbourg gagne. Et le mec n'était ni éditeur, ni auteur, ni rien à l'époque. Il était joueur et investi dans le mouvement avec tout le savoir et toutes les compétences qu'il avait. Donc, vous pouvez être sûr que Saint-Pétersbourg est un putain d'excellent jeu. On a un cat qui nous dit dans le chat, j'adore Saint-Pétersbourg. Je me rappelle que Dimitri m'a raconté qu'il jouait en boucle les nuits entières. Il faisait une partie, ils arrêtaient, ils recommençaient une partie, ils arrêtaient. Moi, je ne suis pas trop de ce type de joueur qui enchaîne sur le même jeu. J'aime bien changer, mais alors, c'est ce type de jeu, ce type de jeu de cartes dont on a envie de connaître tous les détails et on le fait en enchaînant les parties. Petite remarque sur 2004, c'est le Trick Track d'Or, il avait un ton particulier aussi parce que c'est pas forcément le jeu de l'année, c'était le jeu de votre année, le jeu de l'année d'un groupe de joueurs assez spécifique quand même. Pour replacer les choses, 2004, c'est l'année de la sortie des Aventuriers du Rail qui va remporter. Alors à l'époque, il y avait encore les deux prix. Je crois il y avait à la fois le prix du jeu de l'année qui avait été organisé, donc il faisait partie, et l'As d'Or, et les deux avaient récompensé les Aventuriers du Rail. C'est de mémoire, hein, donc peut-être je me trompe, mais il me semble que c'était ça. Ça montre bien ce travail que j'évoquais au début, c'est-à-dire que nous là, on jouait, on était des gros joueurs, on pratiquait, on poussait du cube, on cherchait des jeux un peu sophistiqués qui n'étaient pas forcément traduits. Et de l'autre côté, il y avait cette volonté de trouver des jeux plus grand public en fait, beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles. Ça montre bien cette dichotomie. Et pour revenir au nombre de parties jouées, il y a une variable qui est très importante, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas 3000 sorties par an. Oui, en jeu, on avait le temps de jouer à tous les jeux qui nous intéressaient, parce que alors moi quand j'ai quitté Trick Track, j'en pouvais plus, parce que même dans les jeux qui me plaisaient moi, qui étaient faits pour moi, je n'avais pas le temps de jouer à tout. À l'époque, on avait le temps de jouer à tous les jeux qui correspondaient à ce qu'on aimait, et quand un jeu nous plaisait, ou plusieurs jeux nous plaisaient, on avait le temps de le pratiquer des dizaines et des dizaines de fois. C'est-à-dire qu'un Saint-Pétersbourg, on l'a rongé jusqu'à la moelle. On en connaissait tous les rôles. On connaissait ce qui était bien dedans et on savait ce qui était pas bien dedans. C'est-à-dire qu'on allait vraiment dans les micro-détails. C'est une autre époque. Je crois pas qu'on puisse maintenant. Si on le fait quand même, on le fait sur certains jeux. Il y a des jeux qui nous tapent dans l'œil et on reste dessus. C'est le jeu doudou un peu du moment. On y joue en boucle. Par contre, il y en a plein qu'on joue qu'une fois. Ça, c'est. Voilà, c'est ça. Alors que là, nous, on pouvait jouer comme il y avait quoi il y avait 50 ou 100 jeux qui sortaient, qui nous plaisaient. On avait. Alors, je dis on avait le temps. Nous, c'était notre boulot. Moi, je jouais toute la journée, donc on avait le temps de creuser. On va aller à l'année suivante. Alors, on est toujours en matinale avec Monsieur Fall. On est toujours en train de vous parler du résultat du Trick Track d'Or. J'en profite pour remercier ceux qui sont présents. Vous êtes très nombreux ce matin à être venus nous regarder sur cette émission. Je remercie également ceux qui nous s'abonnent à la chaîne, puisque pour certains, je pense qu'ils découvrent la chaîne. On a Prunel qui vient de s'abonner. Prunel qui fait partie de l'équipe qui reprend aussi Trick Track actuellement. Merci à eux. Merci aussi à Bright Starlove, Starlove, pardon, j'ai très mal prononcé, qui s'est abonné pour son 3e mois également sur la chaîne. Merci de nous soutenir. On enchaîne avec l'année 2005 et cette fois-ci en 2005. Je m'excuse auprès des gens du chat parce que le chat il est juste là, j'ai pas le temps de regarder donc je regarde, t'inquiète pas. Je regarde, vous pouvez réagir, on peut discuter ensemble, je lirai vos commentaires, mais on a tellement de choses à raconter que naturellement je ne coupe pas non plus la parole pour vous faire intervenir. Nous avons en 2005 un grand classique qui remporte le prix. Moi, c'est un de mes jeux favoris de tous les temps, Caylus, le jeu qui a aussi démocratisé la pause d'ouvrier. Ouais, exact.
J'ai tellement adoré ce jeu, j'y ai tellement joué que là, en le voyant, notamment l'ancienne version, parce qu'il a été réédité depuis, mais moi je n'aime que l'ancienne version, j'aime pas du tout la nouvelle version, qui a remporté le prix donc en 2005, qui a raz-de-marré ce jeu. Hein. Je sais pas si les gens y jouent encore beaucoup, mais parce qu'il est compliqué à expliquer, notamment le scoring de fin, c'est plus dans les goûts du jour, c'est un peu complexe d'expliquer comment ça fonctionne alors que le jeu est vraiment très très simple. Deuxième position, rien à voir, là c'est le jeu d'ambiance par excellence, c'est le jeu qu'a lancé Repos Productions. Exact. On a reçu Cédric Comon et Thomas Provost récemment sur notre chaîne en matinale notamment, donc on a eu l'occasion de discuter avec eux, mais ils se sont lancés avec celui-ci, avec Times Up à l'époque. Et troisième place, c'est un jeu coopératif de Bruno Catala et Serge Lager, les Chevaliers de la Table Ronde. Alors là, on est à Grenoble. Ça a été organisé par une association qui était à Grenoble. Et je me souviens qu'il y a les gens de la radio des jeux qui n'existaient pas encore et qui étaient présents là-bas. Fred Eriksou et toute sa bande. Et alors, ce qui est drôle quand tu regardes le classement là, 2005, c'est une année où le secteur commence à avoir les acteurs naissants et qui vont devenir importants après, qui commencent à exister, à apparaître. Ce Kailus, c'est History Game. Oui. C'est leur premier jeu. Non, c'est leur deuxième jeu. C'était Is le premier jeu. Oui, c'est vrai. Si je ne me trompe pas. Mais c'est le premier jeu important pour eux, oui. Kailus, oui. qui va les asseoir. Derrière, Time's Up, c'est Repoprod. Alors, c'est rigolo parce que pourquoi Time's Up est là? C'est que Repoprod, avant d'être Repoprod, la maison d'édition, c'est un club de joueurs belges. Et en fait, on jouait souvent ensemble sur des réunions, des conventions, on se retrouvait. Et en fait, on jouait à Time's Up prototype avant. Et comme il y avait un cercle de joueurs qui participaient au Trick Track d'Or, qui participaient aussi à plein d'événements, on connaissait déjà Time's Up avant qu'il soit édité. Et on prenait un pied monstrueux à jouer à Time's Up. Et derrière, t'as Days of Wonder qui commence à débouler, qui a été instauré avec les aventures du rail, et qui prend de plus en plus de place. Donc le secteur commence à structurer et on voit apparaître des jeux d'éditeurs français ou francophones. Alors qu'avant, c'était... alors il y avait des exceptions, hein, la Crique des Pirates, etc. Mais on commence à avoir des jeux édités en français directement. C'est en train de changer, de se mettre en place. Alors oui, c'est 3 jeux francophones, Time's Up c'est la Belgique, mais c'est 3 jeux qui sont publiés par des francophones et qui trustent les premières places du podium, et Istari, on va en entendre parler tout le temps derrière ça, parce qu'effectivement c'est un éditeur qui, après, il y a eu la vague, les 10 ans d'Istari, pendant lequel systématiquement chaque sortie était un événement impressionnant. On passe à l'année 2006, et c'est encore un jeu publié par Istari qui a connu une belle histoire, parce qu'il a été sélectionné derrière au Spiel des Jahres, il l'a pas remporté, il en était pas très loin, c'est Ispahan, le jeu de Sébastien Pochon, qui arrive sur la première place devant Leonardo da Vinci et Antique, qui est un Mark Getz. Alors je ne sais pas tous les auteurs parce que je le fais de tête et j'ai pas pris l'affiche en fait. J'ai pas pris l'affiche sous les yeux. Il faudrait que je le fasse peut-être. Ouais, les gens ils iront voir Il y a une fiche Wikipédia qui est mise à jour avec tous les Trick Track d'Or qui listent. C'est ce qu'on regarde là, en fait. Là pareil, on fait international parce que dès le départ on voulait être international et là on est à Liège, on part en Belgique pour ce prix-là. C'est-à-dire qu'on se déplace. Moi, j'ai un camarade qui m'amène régulièrement en voiture. On part et on se déplace dans tous les coins d'Europe, donc, puisqu'on est allé à Liège. Ce qui est rigolo, c'est que tu vois sur le podium, à la 4e place, tu as Duballet qui allait remporter l'As d'Or. L'As d'Or derrière, de Serge Lager et Bruno Catala. Rien à voir. Hein. Non, rien à voir. Duballet, c'est vraiment jeu de mémoire. On voit que le public est en train de changer sur Trick Track aussi, puisqu'on vote pour des jeux comme Duballet, parce que s'il est là, c'est qu'il avait suffisamment d'avis de joueurs, parce que ça reste toujours sur le même format. Ce sont les joueurs chez eux qui vont voter. J'ai oublié la première anecdote du tout premier Trick Track d'Or, le 2001, parce que le système de vote, je l'ai peaufiné pour pas qu'on puisse tricher. Parce que Mathieu Despnous avait voté en masse en ligne, avait fait voter tous ses copains de bureau, tout le monde pour faire monter. À l'époque, c'était Contrario. Mais je l'avais gaulé, le garçon. C'est là qu'on s'est rencontrés, en fait, Mathieu Despnous, qui est venu à quasiment tous les Trick Track d'Or après. Il avait triché pour faire monter son jeu, mais forcément, je stockais les IP, j'étais très très attentif et je l'avais viré. Et après, on est devenu très très bon camarade avec lui. Ah, je la connaissais. Donc, on faisait très très attention. Je sais plus si c'est toi qui l'avais raconté ou si c'est Mathieu qui me l'a raconté en disant qu'il était tout confus, qu'il était venu se demander s'il allait pas se faire lyncher. mais... Non, parce que je comprenais. En fait, il avait pu parce que c'était une erreur que j'avais commise dans la programmation, mais je savais que j'allais commettre des erreurs et j'étais très attentif et donc j'avais surveillé et donc pour garantir à tout le monde après qu'il pouvait pas y avoir de triche. Et donc là voilà, tous les jeux qui se trouvent là, il n'y avait pas de copinage ou quoi que ce soit. Les gens votaient en ligne et c'était très surveillé.
On enchaîne. Alors avec après 2017. Et là, tu vois, on est à mon cul. Ah oui, grand événement. On avait fait chier Hasbro. Oui. Et sur le Monopoly. Donc je raconterai peut-être cette anecdote une autre fois, mais on avait pollué un coup de com' d'Hasbro avec le Monopoly. On avait tout fait pour que mon cul se retrouve numéro 1 sur le Monopoly. Parce que Hasbro avait lancé un concours. Ils avaient lancé un concours pour savoir quelle serait la prochaine ville consacrée au Monopoly, et tout le monde pouvait voter. Alors, évidemment, grâce à la fabuleuse équipe de Trick Track et à l'énergie qu'il y a sur le forum, c'est Mon Cul qui l'avait remporté, mais n'est jamais sorti officiellement, en tout cas, le Monopoly Mon Cul. Je crois qu'il y a une boîte, quand même, ils en ont fait une spécialement pour vous. Il y a une boîte Mon Cul qui était sortie, mais on avait crié au scandale, parce qu'en fait, tu payes 5000 balles et tu peux avoir une boîte de ta ville, de ton entreprise, de tout ce que tu veux de Monopoly. Tu peux faire un Monopoly, un monde de jeu si tu veux. Tu files 5000 balles à Hasbro et ça a peut-être augmenté depuis le prix, mais ça se paye. Et nous, on avait dénoncé ce scandale. Mais au moment de la remise du prix, on avait foutu le boxon à la conférence de presse à Paris avec le MOPS. On avait rencontré le maire de Mon Cul de l'époque, qui nous avait remerciés. Et donc, on avait discuté avec lui et il nous avait proposé, dans la discussion, on avait parlé des Trick Track d'or, il s'était un peu renseigné sur ce qu'on faisait, et il nous avait proposé de venir faire les Trick Track d'or à Mon Cul. On dit Mon Cul, on dit pas Mon Cul. Oui. À Mon Cul. Et on avait accepté. Et ça reste là aussi un très très grand souvenir, parce que la municipalité, c'est un tout petit village charmant dans le sud de la France. Ils avaient mis à notre disposition une salle municipale. On avait été reçus à la mairie. Tu vois, je vais me lever, je l'ai encore là. Hop, là vous voyez mon ventre en même temps. Vous avez vu mon t-shirt fait par Martin il y a des années. Ben, il est très bien ce t-shirt qu'on avait fait, je crois, avec Philibert. Je me souviens plus très bien, mais je crois que je l'avais fait avec Philibert. Il faudrait qu'on le retire. Il était super ce t-shirt. Je ne me rappelle plus. Et donc, lors de ces Trick Track d'or là, je vais faire une petite netteté sur ça. On avait reçu la médaille de la ville de Mon Cul. C'est les clés de la ville de Mon Cul. En fait, il y a 2 personnes au monde qui l'ont. Voilà, il y a un journaliste du Petit Rapporteur et puis nous. Forcément. Et c'était un moment extraordinaire. On avait été reçus. Parce que nous, on jouait, quand on dit qu'on jouait, il fallait jouer aux 10 jeux. On dormait 2 heures par nuit, en fait, pendant un week-end. Et je me souviens de la remise de la médaille à 9 heures du matin dans la mairie de la ville de Mon Cul. On était défoncés, quoi. On était claqués. C'était incroyable. C'était un très, très bon souvenir. Et donc, les Princes de Florence. Oui, alors grand classique aussi, devant Shogun et Les Piliers de la Terre, qui n'est pas mon préféré de cette série-là, mais il y a eu, je crois que toi comme moi, on avait beaucoup aimé Un Monde Sans Fin, qui était paru, 2e jeu de la série, adapté des livres de Ken Follett. C'est marqué en gros Ken Follett sur la boîte, je remonte le visuel, c'est marqué en gros Ken Follett, alors que c'est pas du tout l'auteur du jeu. Qui est l'auteur du jeu, je vais pas m'en rappeler là comme ça, mais voilà. Là, le palmarès de l'année 2007. Bon, enchaîner avec l'année 2008 encore. Alors, on a des commentaires, je regarde un petit peu ce que les gens nous racontent. Serval qui lui dit « Un monde sans fin reste pour moi le meilleur ». Exactement, tu vois, on est d'accord, Serval. Moi aussi, j'adore Un monde sans fin. Pierre Brault, le journaliste, ouais. Je regrette cette époque où tous les types de jeux pouvaient figurer dans ce genre de liste. Après, ça va dépendre des listes, évidemment. Là, si on se réfère aux As d'or, c'est forcément un peu différent. Puis c'est beaucoup plus important aujourd'hui en termes d'impact grand public. Parce que là, on parle de l'impact spécialisé qui était énorme sur les Trick Track d'or. C'était vraiment le prix qu'on attendait. Mais aujourd'hui, un prix comme celui de l'As d'or, il est plus grand public également. Par contre, on peut toujours jouer quand même, heureusement, aux bons jeux, on peut les suivre. Jouer à tous les jeux, c'est compliqué, mais ceux qui marquent les gens, en général, on arrive quand même à suivre. Moi, j'arrive toujours à être passionné là-dessus. Je me souviens que, vu l'impact que ça avait alors, Trick Track était très, très regardé par toutes les boutiques de France, oui. etc. Il y a des éditeurs qui ont commencé à mettre le logo Trick Track d'or dessus, sur la boîte de jeu. Donc du coup, tu vois, alors je sais pas si ça serait possible encore à notre époque qu'un truc fait par des gens comme ça sur un coin de table non, on s'est posé la question. Avoir un impact pareil. On s'est posé la question parce que chaque année, on remettait aussi notre petit prix interne. En fait, c'est le moment de marquer la fin de l'année. On le faisait pendant très régulièrement et cette année, on s'est dit, est-ce que ça a encore de la valeur? Alors qu'un monde de jeu est plus important qu'il ne l'était il y a quelques années où c'était juste un groupe de copains. Ça a plus d'importance aujourd'hui et malgré tout, on se dit, non, il y a des vrais prix ludiques. Est-ce que chaque influenceur doit faire son prix? Pas forcément. Donc cette année, on s'est plutôt réunis, on a donné nos coups de cœur de l'année. Je pense que c'est aussi important que de rajouter des prix au prix. Bon, c'est une façon de voir les choses aussi. Après, parler du jeu, de manière générale, c'est toujours une bonne chose, c'est toujours agréable. Donc 2008, on va à Bourges, parce que là, il y a Vincent qui bossait chez Trick Track à cette époque-là. Oui. Et lui, il adorait organiser des trucs. Il adorait ça. Et donc, il avait pris en charge l'organisation des Trick Track d'or. Et comme il était de Bourges, pas loin de Le Bourges, il avait des contacts. Et on avait commencé à créer une réunion, les rencontres de Trick Track, on va dire un peu. On l'a fait 3-4 fois du côté de Bourges. On a mis ça avec les Trick Track d'or à l'intérieur.
Comme ça, on avait des gens qui n'étaient pas forcément investis à jouer tout le temps comme en plus, l'offre ludique s'élargissait. Il y avait aussi c'était très pousseur de cubes en bois, les Trick-Track d'or, mais les Ameritrashers commençaient à arriver, ils commençaient à se plaindre qu'ils n'avaient pas assez de visibilité, si tu veux. Donc on commençait à organiser, on commençait à organiser des réunions pour que les gens puissent jouer à tout, et ceux qui voulaient participer au Trick-Track d'or pouvaient se mettre à part et participer. Donc là, à Bourges, en 2008, la preuve, c'est Agricola qui gagne, donc un truc de pousseur de cubes en bois, mais qui avait un sacré succès. Alors, juste un truc quand même, si on est en train de regarder là les prix qui ont gagné, juste pour voir l'influence qu'avait cet éditeur. 2005, Keylus et Istari, 2006, Ispahan et Istari, 2007, Les Princes de Florence et Istari, et 2008, Agricola et Istari en France, parce que c'est pas l'éditeur d'origine. Voilà, pour l'importance de l'arrivée d'Istari a été très très marquant dans le monde du jeu pour faire 4 années d'affilée à la première place. Devant Pandemic et Race for the Galaxy, excusez du peu. En fait, il y a des explications. Cyril est quelqu'un de très intelligent, de très efficace, et qui était dans le monde du jeu dès le départ en tant que joueur, de passionné. Il était là aux rencontres de Trick Track, il était sur les festivals. Cyril, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est les joueurs. Oui. Donc forcément, il correspondait à l'époque. Donc forcément, tu vois, il y avait un mouvement, un courant, et voilà. Tout s'était bien imbriqué. C'était des rouages. Tu vois ce que je veux dire? C'était assez, c'est pas un âge d'or. C'était une belle époque où tout le monde communiquait. Enfin, il y avait un élan commun. Donc c'est normal que le gars, pendant un moment, il squatte parce qu'il est là, quoi. Oui. Il comprend les attentes, il les voit, il traduit ce qu'il faut traduire, il produit ce qu'il faut produire. C'est plutôt, il est là où il faut au bon moment avec le bon esprit. 2009, logique. On va enchaîner l'année suivante. C'est une réédition parce que c'est Small World qui remporte le prix devant Le Havre, Istari et Dixit. On retrouve donc Régis Bonnecet aux commandes, cette fois-ci en tant qu'éditeur, à la 3e place de ce prix. Alors Dixit a tout raflé cette année-là. Small World était bien placé dans les palmarès également. Les différents prix ludiques qui ont lieu à droite et à gauche, mais c'est une réédition Small World, la réédition de Vinci, de Philippe Cayertz. Il remporte une superbe réédition de Days of Wonder qui a vraiment marqué les joueurs. Il n'y a pas trop d'anecdotes. Si Dixit est 3e, c'est que, évidemment, là, il y a plusieurs prix qui se mettent en place. Et après, comme j'ai toujours dit, les gens mettent les critères qu'ils veulent en place. Et il a commencé à y avoir une espèce de biais qui était, lui, il a tout gagné, on va plutôt le donner à ça. Tu vois, c'est pour ça qu'un jeu comme Dixit, qui est toujours présent, qui est toujours très fort, se retrouve là 3e. Après, franchement, nous, on ne donnait aucune consigne. C'est une très belle année, c'est 3 beaux jeux. On nous dit sur le chat, Le Havre n'est plus introuvable de nos jours. Moi je les garde. Les jeux qui sont juste à côté de moi là, dans les étagères autour, c'est mes jeux de cœur. Donc il y a tous les Istari qui sont juste derrière moi. On n'est pas au chalet là, on est chez moi au chalet. J'ai tous les jeux, mais j'en garde quelques-uns juste à côté au cas où le chalet brûle. C'est bon, j'aurai mes Istari qui restent. 2010. Tu vois, mon jeu préféré de l'époque, c'était Le Havre. On faisait des dizaines de parties de Le Havre. Le jeu dans lequel on faisait des prêts au début du jeu, c'est un Stefan Feld, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, c'est un Uwe Rosenberg. C'est un Rosenberg. Oui, on a dit n'importe quoi. Je pense à Rosenberg et je dis Feld. Pareil, le même auteur qu'Agricola. Un jeu dans lequel on faisait des prêts en début de partie et il fallait les rembourser en fin de partie si on ne voulait pas perdre. C'était pas si simple que ça. 2010, Seven Wonders qui remporte le prix. Alors, ce jeu a tout gagné. Cette année-là, il y avait des logos de partout. C'est pas la première boîte d'ailleurs sur le visuel qui est ici devant Endeavor et Dungeon Lords, le Vladash va-t-il? Là, on fait un retour à Orléans. Parce qu'en fait, les Orléanais se plaignaient qu'on était tout le temps par Mons et par Vaux. Donc, on est revenu sur Orléans. Et moi, je commençais à en avoir un peu assez de me déplacer dans toutes les villes, en fait. Ça commençait à être pesant. Je cherchais à parce que les gens avaient de plus en plus envie de jouer. On se retrouvait avec beaucoup de monde, quoi. Oui. Et moi, je compilais tous les résultats à la main. Je passais 1 heure à saisir tous les résultats sur mon ordinateur. Enfin, c'était compliqué. Bon, on est revenu à Orléans. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part Seven Wonders avait tout raflé, quoi. C'était une édition à peu près normale, 2010.
10e édition déjà du prix. C'est vrai que quand on commence à faire 10 éditions d'un prix, on a envie aussi parfois de renouvellement et de changer les choses. 2011, on enchaîne avec 3. Alors là, c'est l'arrivée de Sébastien Dujardin aussi et de Pearl Games qui a beaucoup compté, un peu comme l'a été Hystary pendant 10 ans. Pearl Games a aussi été un éditeur dont chaque sortie était hyper attendue, avec une vraie curiosité des pousseurs de cubes en bois. 3 remporte le Trick Track d'or en 2011 devant le jeu Hystary de l'année Kayertz de Philippe Olympos de Philippe Kayertz et les Châteaux de Bourgogne de Stefan Feld. C'est des années incroyables, des gens incroyables. Oui, quand on voit ces jeux-là, ça nous parle à nous parce que c'est le type de jeu qu'on aime bien, qu'on apprécie. Donc forcément, là, on se retrouve sur ces palmarès-là. Il y en a encore des jeux comme ça qui sortent. Ouais. C'est peut-être moins dans le goût du jour. Sable d'Olonne, c'est pareil, c'est une association qui nous avait invités. Ils faisaient un petit festival, on était allés et ça reste pareil, un très grand souvenir. On était toujours accueillis chaleureusement, les gens étaient contents de nous voir. Il y avait ce petit côté-là, tu vois, les gens de Trick Track qui arrivent. Et il y avait là pendant toutes ces années, il y avait ce qu'on a appelé le canal historique après. Dimitri et Anne-Catherine, par exemple, étaient à tous les Trick Track d'or. Ouais. Donc il y avait une petite poignée de personnes qui revenaient systématiquement tous les ans au Trick Track d'or. C'était assez rigolo. Plus des nouveaux qui s'agrégeaient au fur et à mesure. Quand tu as commencé à les faire, tu te dis non, ça je veux pas louper, je veux être présent systématiquement, ça serait dommage. Donc la vie s'organise autour de ces événements-là. Moi j'en ai quelques-uns dans mon calendrier, très peu, mais il y a quelques événements que je veux pas louper parce que je les ai faits systématiquement. Ça compte, c'est le milieu qui est à la fois de passionnés mais de loisirs aussi. On est c'est pas que du professionnel et là on est à cheval entre les deux. Si tu veux, moi, tu vois, en verbalisant et en regardant, et ça me revient, c'est ce que je dis très très régulièrement quand on me demande si le jeu me manque ou quoi ou qu'est-ce, et que j'explique que le jeu c'est un support. Je retrouve la même chose avec le vélo. Ce qui était important là, là le jeu c'est un support. Ce qui est important, c'est tous ces gens qui se rencontrent, qui se croisent, qui discutent ensemble. C'est-à-dire que le plaisir de se rencontrer, le plaisir de faire quelque chose, c'est ça qui était le moteur. Oui. Alors, on avait la chance d'avoir une industrie qui était toute petite à l'époque, donc on pouvait parler à des gens qui avaient d'autres moteurs. Mais vraiment, la force de tout ça, c'était ces gens qui voulaient faire quelque chose. Et tu vois, on est au Sable d'Olonne. Au Sable d'Olonne, il y a une association. C'est des gens qui ont envie de se réunir, de partager, de s'investir. Et quand tu déboules au Sable d'Olonne dans l'association, c'est ça que tu ressens. Tu prends plaisir à jouer, c'est-à-dire que tu vas te retrouver recentré avec 4 personnes, 5 personnes autour d'une table, mais pendant 1 heure ou 2, mais c'est quand tu sors de la table et que tu parles avec des gens, c'est ça qui est motivant, c'est ça qui est fort. Après, c'est bien d'avoir des bons jeux, forcément, parce que tu travailles, mais c'est ça qui est fascinant. Oui, avec toutes les petites histoires qu'il y a autour, les gens qu'on croise, qu'on retrouve, la vie de groupe, en fait, qui compte également beaucoup. Nous, c'est pareil, quand on fait des événements, on pense beaucoup aussi à l'aspect humain et ça nous occupe énormément dans la réflexion de ces organisations-là. On enchaîne avec 2012 et c'est Johan Levé. C'est Johan Levé qui l'a emporté avec Myrmes cette année-là, qui va ressortir l'année prochaine, je crois, j'espère en tout cas, chez Bombix, devant Trajan à Stefan Feld de nouveau et Descendance de Wilfried et non pas n'importe quoi, Inka et Marcus Brandt. Pourquoi je dis Wilfried et Marie-Fort? Parce que c'est un couple également, mais c'est un couple allemand, rien à voir avec notre couple francophone français. Là, le système de vote change parce que à force d'aller dans des associations qui organisaient des trucs, on s'est rendu compte que en fait il y avait plein de gens qui étaient frustrés. Et donc on a tenté de mettre en place des groupes dans plein de villes. On avait dit voilà, ceux qui veulent organiser un Trick Track d'or, ils se regroupent, on va jouer à telle date. OK ? Vous en avance, vous préparez, vous vous réunissez à 5, à 10, à 15, à 20, à 50 et à 100 et on va tous jouer ensemble. Voilà la liste des jeux et on va mettre en ligne un site et vous allez compiler vos votes. Et du coup, on a changé d'ordre de grandeur pour les votes. On est passé d'une poignée de 30-40 personnes qui votaient, qui se réunissaient, à là, on était plus de 200. Ah oui. Il y a 200 personnes qui se sont réunies en France au même moment pendant un week-end pour jouer au jeu qui était sélectionné et on a compilé en ligne tous les votes et ça a donné ces résultats-là. Myrmes, Trajan et Descendance. Voilà, Myrmes qui a remporté aussi l'As d'or cette année-là. Un grand classique maintenant et on espère vraiment, puisque ça fait 2012, ça fait 11 ans maintenant qu'il est sorti celui-ci, il nous manque un peu, il devrait être présent dans les boutiques. On enchaîne. 2013.
Et là, Terra Mystica. Voilà, au niveau de l'organisation, il y a un tournant. On verra plus tard ce qu'il va donner. C'est que c'était très compliqué d'avoir organisé ce truc un peu partout là. Ouais. Et donc, je décide, comme j'avais programmé un petit truc à l'arrache pour gérer les votes, je décide de l'ouvrir à la terre entière. En gros, tout le monde va pouvoir voter en ligne avec un poids qui va être diminué. Par contre, le jury va se réunir. Il y a toujours un jury de personnes qui va se réunir et leur vote aura un poids supplémentaire. Parce que là, je peux vérifier que les gens jouent vraiment à tout. En ligne, les gens ne pouvaient pas jouer à tout. Comme il y avait quand même 10 jeux, c'est assez compliqué. J'avais donc mis en place un site web où les gens allaient voter, ça allait compter un tout petit peu, et nous, on allait se réunir où ? À Lille, chez Dimitri et Anne-Catherine. Les historiques. Je crois que c'était dès 2012, alors je m'en souviens plus trop, parce que je me rappelle pas avoir été du jury qui a récompensé en 2012, on s'est réunis à Lille, nous, le jury. Ouais. Parce que quand je dis qu'il y avait des comités de jeux partout en France, il y a eu un comité à Lille, là où tu étais en 2012. Ouais, on était considérés comme un comité, nous. Donc on avait un droit de vote comme les autres comités. Je me rappelle du regroupement, mais je me rappelle pas que c'était Mirmès qui avait gagné cette année-là. Tu vois, j'ai ma mémoire. Alors j'ai quelques photos parce que c'est Damien Mouyel qui me les a envoyées. Parce que moi, évidemment, on en parlait juste avant. Moi, je prends pas de photos. Je suis tellement concentré sur ce qui est en train de se passer, sur les gens, etc. que je prends pas mon appareil. Je prends aucune photo. Faut demander aux copains de nous envoyer les photos. Je crois que c'était le même cas pour toi également. Tu prenais pas trop de photos sur ces événements-là. Les photos que je prenais, elles étaient en ligne sur TrickTrack en fait, donc je les ai pas gardées. Ça, je m'en souviens. Effectivement, les petits chocolats qui avaient été organisés par Dim et Anne-Cat pour cet événement. Donc ça se passe chez eux. Ils sont toujours là d'ailleurs. En 2012. Ça, c'est en 2012. Donc vous voyez Fall qui est là. Je suis juste à côté. Et puis quelques visages connus pour les spécialistes, mais c'est pour vous montrer un peu l'ambiance de ce comité régional qui s'était retrouvé pour tester la solidité des jeux. Donc 2012, on était considéré comme un comité. En 2013, on est retourné à Lille chez Dimitri et Anne-Catherine. Et là, c'était tout le monde pouvait voter, mais nous, les joueurs sur place, on avait un poids supplémentaire. Je vous montre des photos. Alors, je les découvre un peu en même temps, en réalité, parce que j'ai pas forcément regardé avant. Je vous montre. J'espère qu'il n'y a pas de photos compromettantes. Vous voyez, là, Philippe Caillard, qui était venu à cette époque-là. Alors, pas pour son jeu, mais c'est juste pour le plaisir de jouer à plein d'autres jeux, d'autres auteurs. Là, on faisait du Abyss, j'ai l'impression. Oui, parce que nombre d'entre nous étions de gros joueurs et on avait déjà joué beaucoup de fois aux jeux qui étaient sélectionnés au Trick Track d'Or. Donc, on se permettait de faire de nouvelles découvertes. Ouais. Donc on jouait à d'autres trucs qui étaient à côté, ouais. Voilà, je vous montre des photos en vrac. Là, on voit Sylvain de Lille qui était présent également. On notait les jeux qu'on avait préférés. Et Fall, évidemment, présent également sur cet événement. Et avec un copain d'Orléans qui est juste devant toi, qu'on voit de dos là. C'est ça. Je vois pas la photo, mais je te fais confiance. Une photo finale de cet événement-là et des événements qui ont suivi d'ailleurs, parce que sur les années suivantes, ça s'est organisé également à Lille. Donc le palmarès de cette année 2012, c'est 2013 du coup, l'année suivante, c'est Terra Mystica devant Tzolk'in, c'est du chef-d'œuvre encore, Keyflower, également un jeu d'enchères. Qui ont trusté les 3 premières places. Terra Mystica, on y a beaucoup joué. Tzolk'in, il est toujours disponible, je pense, chez Yellow aujourd'hui. Terra Mystica, il y a eu plusieurs rééditions qui ont eu lieu cette année, adaptées de cette mécanique brillante. 2014, c'est toujours à Lille ? Toujours à Lille. Alors là, je sens que commence à y avoir des petites problématiques. Le secteur devient de plus en plus grand. Il y a de plus en plus de joueurs qui sont sur Trick Track et ça manque de représentativité, le Trick Track d'Or. C'est toujours des joueurs pousseurs de cubes qui viennent au jury, qui votent donc comme notre poids de jury est important, c'est toujours le même type de jeu qui gagne. Donc je suis en train de réfléchir à comment changer tout ça. Mais là, ça reste sur la même formule. Donc Five Tribes de Bruno Catala qui l'emporte devant Lewis C. Clark de Cédric Chaboussi et Splendor de Marc-André. J'essaie de faire tous les noms de titres, mais je suis stupide. J'aurais dû imprimer ma fiche pour pouvoir les lire, parce que là, forcément, j'en oublie plein. On ne se souvient pas de tous les auteurs de tête. Donc, c'est un très chouette jeu qui a remporté également le l'Asdor Five Tribes dans la catégorie expert. Ouais. Splendor n'a pas gagné l'Asdor, je me souviens plus. Si, non ? Pardon ? Splendor, il a gagné l'Asdor, je crois pas. Je me rappelle plus. Mais là, c'est normal parce que il y a aussi des changements dans les divers jurys dans lesquels je suis. Je suis toujours dans le jury de l'Asdor. Oui. Et donc, l'Asdor, au début, il y avait une liste et ils ont les mêmes problématiques.
C'est-à-dire qu'il y a besoin de représentativité et on commence à se dire qu'il faut des catégories aussi pour l'As d'or. Donc, parce que les joueurs, ils aiment bien l'As d'or, mais ils se retrouvent pas forcément dans les jeux. Donc il y a des discussions parallèles. Ouais, il y avait déjà les 3 catégories dans l'As d'or. J'y étais aussi, on était tous les deux dans le jury cette année-là, dans ces années-là. Five Stripes, effectivement, c'était le même jeu qui gagnait souvent le Trick Track d'or que l'As d'or, mais il y avait une logique. C'est là que se retrouvaient les gros joueurs. Année suivante, 2015, c'est Seven Wonders Duel qui remporte le Trick Track d'or. Il sera sélectionné à l'As d'or, mais il ne l'emportera pas. Mysterium, qui est à la 2e place, il remportera l'As d'or, celui-ci. Et Colt Express, alors c'est rigolo parce que Colt Express a gagné aussi l'As d'or. Donc ils ont dû gagner l'As d'or sur 2 années différentes, mais là ils se sont retrouvés dans le palmarès des Trick Track d'or la même année. Et là on le voit en fait, en 2015, nous aussi on fait des catégories sur Trick Track. Alors là il n'y a que le Trick Track d'or, parce qu'on a fait des catégories. Oui. Pour qu'il y ait des gagnants par chaque catégorie, et après on faisait un vote général, un vote final, pour savoir au milieu de toutes les catégories qui gagnait. Donc là il n'y a pas la liste, mais il y a Méritrash, il y a grand public, etc. On commence aussi nous à changer. Et là il y a pareil, gros vote en ligne et toujours le jury. Est-ce qu'il y avait toujours le jury sur Lille à ce moment-là en 2015 ou c'est le moment où ça s'arrêtait? Non, toujours. Je me souviens plus de marqué jury officiel à Lille. C'est 2015, c'est Lille. 2016. Sight qui remporte le prix devant Codenames de Vladash Vatil et Conan de Fred Henry. Fred Henry qui n'est jamais venu au Trick Track d'or, donc tu vois, c'est pas du copinage, on n'y est pour rien. Au bout d'un moment, c'est pas les jeux que j'aimais moi qui gagnaient. Il y a de grandes anecdotes où je me souviens d'une année où au niveau des votes, il y avait une embrouille sur les jeux et on votait, on mettait 0 aux jeux qu'on savait que nos copains aimaient et eux mettaient 0 aux jeux que nous on aimait. Donc en fait, les jeux qu'on aimait nous, les jeux que j'aimais en général, ils gagnaient pas ou très peu. Bref. Et donc, c'est donc la dernière année où on fait le jury à Lille. Je pense que c'était déjà fini le jury à Lille à ce moment-là. Non, c'est marqué là, jury officiel à Lille, puis un vote en ligne. C'est marqué sur le. Ouais, mais c'est marrant parce que j'ai un souvenir de la création du Diamant d'or, parce qu'en fait, le Diamant d'or s'est créé à la suite de la fin du jury qui se réunissait pour faire le Trick Track d'or. Simplement, les gens qui étaient dans le jury se sont dit, on aimait bien se réunir, nous, au moment où ça s'est arrêté. On aimait bien se retrouver tous ensemble et passer ce moment-là en fin d'année, à Lille en l'occurrence, mais surtout entre copains. Et c'est le moment où le jury s'est arrêté, où là c'est devenu un vote en ligne complètement. Et le Diamant d'or a été créé aussi en changeant évidemment le ton du prix également, mais a été créé pour que les gens puissent se réunir. En fait. Les Diamants d'or, c'est la suite des Trick Track d'or. C'est que moi, j'en pouvais plus de me déplacer. Déjà en 2016, je réfléchissais à ce qu'allait devenir le secteur. Et il y avait plein de choses qui commençaient à plus ou moins pas me déplaire, mais qui me correspondaient plus. J'étais fatigué, le Trick Track grossissait. C'était lourd à organiser en fait. Donc moi, je levais le pied. Mais je voulais bien continuer de le faire. C'était important pour la vie du site et du secteur et pour les joueurs. Ah bah oui, c'était très important même. Et puis ça a permis aussi de laisser tomber ça. C'était un moment dans l'année. C'était les news les plus consultées, les Trick Track d'or sur Trick Track. Ça explosait tout. Donc, c'était hors de question de laisser tomber. J'adorais ça, j'adorais faire... Et puis, je voulais tout automatiser. Moi, j'aime bien l'informatique. Donc, voilà, on a commencé à automatiser les années suivantes. C'était que des votes en ligne. Donc là, c'est Sight qui remporte. Je dis Mombasa parce que je vois dans le chat qu'on nous dit que Mombasa est le premier Trick Track d'or. Effectivement, c'est pas Sight qui a le premier Diamant d'or. Non. Je me mélange. C'est Sight qui a remporté le Trick Track d'or. C'est Mombasa qui a gagné le Diamant d'or à côté. Donc des prix qui sont différents et qui ont vécu leur propre vie, évidemment, avec des jurys qui sont complètement différents à cette fois-ci. Là, les gens votent en ligne sur le site internet. L'année suivante, 2017, alors curiosité, le jeu qui remporte le prix, c'est 7e continent, un jeu qui n'était pas distribué en boutique, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, je pense pas qu'on le trouve en boutique, devant Terraforming Mars évidemment, et Unlock. Qui remportera l'As d'or juste derrière. Sur la distribution boutique, nous on s'en foutait en fait. C'était un prix de joueur entre joueurs. Le reste, c'était pas important pour nous. C'est-à-dire, il était hors de question de disqualifier un jeu parce que les gens pouvaient pas l'acheter. Bien sûr. Dans les boutiques en dur. C'était pas. On s'en foutait quoi. Et là, il y a rien de surprenant parce que comme tout est en ligne, là on atteint des 3, 4, 5 000 votants. Oui. Ah oui, ça devient très important. C'est vraiment de la masse. Voilà, ça devient très important. Et donc, 7e continent, quand il est sorti, ça a fait un carton. Les gens ne parlaient que de ça sur Internet et dans les forums. Donc, forcément, ils se retrouvent gagnants. Il n'y a rien de surprenant. Damien qui nous dit qu'il y a eu une version retail de 7e continent un peu plus tard allégée, ou que j'en souvenais même plus. Tu vois, je sais que 7e Citadel va arriver bientôt, très longtemps après le Kickstarter. Ce jeu continue à exister, en tout cas à avoir un bon bouche à oreille.
On enchaîne. 2018. Donc là, on est toujours sur des votes qui se passent en ligne essentiellement, mais avec un retentissement qui a été finalement presque le plus important parce que nous, ça nous a marqué ces jurys, ces réunions de joueurs et ces émotions qui sont générées par une rencontre. Mais tous les joueurs qui participent à Trick Track ont été très impliqués avec énormément de commentaires sur ces votes en ligne. 2018, c'est Clank qui remporte le prix, un jeu de deck building mais avec un plateau. Azul qui remportera l'As d'or juste derrière de Michael Kisling et Welcome à la 3e place, le jeu de Benoît Turpin qui a contribué aussi à relancer les Roll & White. 2019, même principe. Même principe. It's a Wonderful World, un jeu de le nom Frédéric Guérard, si je me souviens bien, publié par la boîte de jeux Wingspan d'Elisabeth Hargrave et Res Arcana de Tom Lehman, qui sont aux 3 premières positions du classement. Donc alors là, l'anecdote, c'est qu'à partir de là, je ne suis plus dans le Trick Track d'or. Puisque moi, j'ai quitté Trick Track au mois d'août 2019. Oui. Et donc, les votes des Trick Track d'or, en général, se fait à la fin de l'année. On voulait le faire à la fin de l'année pour que les gens puissent savoir, que ça puisse aider à l'achat de Noël, en fait. Voilà. Et donc, c'est organisé au mois de novembre-décembre. Étant parti au mois d'août, je suis plus là. Voilà. Donc, moi, j'ai jamais joué de ma vie à Wingspan, je crois. Oui. Parce que j'avais quitté le jury de l'As d'or, et puis je jouais quasiment plus beaucoup. Donc, j'ai absolument pas voté en 2019. C'est ma dernière année 2018, en fait. 2020, alors on va regarder quand même les prix, t'es plus présent, donc il y aura moins d'anecdotes sur les années qui suivent, mais c'est amusant pour l'histoire du jeu de regarder les jeux qui l'ont emporté. Nous avons en 2020 un Serge Lager, auquel tu as peut-être joué, je ne sais pas, mais Mehdi Davlir, ça fait partie du type de jeu, à mon avis, qui doivent te plaire, ou très simple, mais avec pas mal de choses. Non, pas joué. Ah, c'est dommage. Non. Maracaibo, 2e position. Le Pister, The Crew, 3e position. 2021, on regarde rapidement Dune, qui a remporté beaucoup de suffrages devant Arnak, alors c'est en français, c'est pas Arnak, forcément on a changé le titre, c'est Narak. Et puis Codex Naturalis à la 3e position, et 2022, la dernière édition du Trick Track d'or, c'est l'immanquable, l'incontournable Ark Nova devant Splendor Duel. Donc vous voyez, le premier Splendor a été classé, le duel, la version duel également a été classée, comme c'était le cas de Seven Wonders, qui a été en version pas duel, et en version duel également. Acropolis à la 3e position, qui remportera l'As d'or derrière. Voilà pour les classements. Il n'y en a pas eu en 2023, il n'y en aura pas en 2023, à moins qu'un prix s'organise en début d'année prochaine. On verra bien ce qui se passe. On restera attentif à ce qui s'organise, mais les Trick Track d'or, c'est vraiment un prix qui a compté énormément et qui nous a accompagnés. Vous le voyez, pendant 21 ans, jusqu'à présent. Ça aurait été la 22e édition cette année. Ça a compté énormément. Et puis, quand on regarde ce palmarès-là, toi, ça t'évoque beaucoup de souvenirs qui sont personnels et qu'on est content de partager avec toi. Mais ça nous évoque à tous ceux qui n'ont pas assisté, parce que moi, j'ai pas fait tous les Trick Track d'or, mais ça m'évoque aussi toute ma carrière, entre guillemets, de joueur, toutes ces émotions qu'on a partagées, et avec des tonnes de souvenirs qui se bousculent et d'émotions autour de ces jeux de société. Tout à fait. On a eu c'était des concours de circonstances extraordinaires, en fait. C'est d'organiser ça à un moment où un secteur se développe, où tu as tous les passionnés, les joueurs qui se retrouvent avec les éditeurs, les auteurs. Enfin bref, c'est une espèce d'alchimie. Avec le recul et en parlant, je me rends compte que c'est pas une chance que la chance, ça veut rien dire, mais c'est quand même des concours de circonstances absolument incroyables. C'est rare. C'est que tout s'aligne comme ça, c'est assez rare. Et je suis heureux quand je le regarde comme ça. Je suis heureux de voir que ça contribue à quelque chose. Ça fait des souvenirs partagés, parce que un souvenir, c'est bien, mais plus il est partagé par de monde, plus c'est rigolo, parce que tu le vois dans le regard, tu le vois dans les intentions. J'ai vu hier, quand j'ai posté le petit truc, toi aussi t'as mis un petit truc, les gens, ah oui, ça me rappelle ceci et cela, que des bons souvenirs. Ouais, c'est un truc incroyable. On a eu cette chance d'intégrer un secteur qui allait naître, qui allait se métamorphoser, de participer à des trucs qui étaient à la fois organisés, mais bon enfant, fait à l'arrache, et qui, quand même, avec le recul, ont de la gueule. Ouais. Comme tu le dis, on regarde le palmarès, ça reste des jeux qui marquent, ça représente une époque. Comme quoi,
c'était pas si mal fait que ça finalement. De faire des choses à l'arrache, à l'instinct, ça peut marcher. Mais non, mais c'était nos vies aussi. C'est ça. On partage nos vies, des moments de. C'était nos vies. Il y a tellement d'émotions à travers tout ça. Je lis les commentaires. Nous réfléchissons pour le moment au Trick Tractor des Jeux 2023. Ça sera en 2024, nous dit Prunel. Ben, on attend ça avec impatience. 20 ans de ma vie de joueuse viennent de défiler, nous dit Mafalda. Ben voilà, c'est ça. On partage pas mal de choses. Miroslav Dragan qui nous dit l'aura de Fall reste incroyable. Il y a 297 personnes qui sont connectées là tout de suite. Merci. En matinale. Quelle folie. On fait des bons scores en matinale quand même, mais effectivement, là, on est au-delà de ce qu'on fait d'habitude. Trick Track, c'était gentil. Correct, nous dit Pierrot, avec sa verve incroyable. Bah oui, tout ça, on essaie de le partager avec vous. On est ravis d'avoir passé ce petit moment ensemble. Merci de nous avoir accompagnés là-dessus, mais c'est pas terminé. Hein. Tout ce qui se passe, et je crois que c'est l'enseignement qu'on peut tirer de tout ça, c'est que on l'a dit, c'était nos vies, et c'est toujours nos vies qui se déroulent aujourd'hui, et ces moments qu'on continue à vivre ensemble, les uns avec les autres, en organisant des choses plus ou moins complexes, plus ou moins riches, plus ou moins ambitieuses, parce que c'est pas forcément une question d'ambition, on l'a bien compris, il y a plein de choses comme ça qui se sont créées sans se dire ça va devenir ça. Il n'y a pas besoin d'avoir d'ambition, il y a besoin peut-être d'authenticité et de passion. Et c'était pas mieux avant, tenez-vous-le pour dire. Ah non, c'était bien parce que c'est nos vies, etc. Mais les circonstances de l'époque, il y en a d'autres à notre époque. Il suffit de volonté, il suffit de les analyser, il suffit de regarder ce que veulent les gens, comment ça marche, comment soi-même on peut s'épanouir. C'était pas mieux avant. Je suis persuadé que c'est aussi bien maintenant. C'est différent, mais que ce genre d'organisation, les besoins humains sont toujours les mêmes. Oui. Voilà. Je suis sûr que, alors moi je suis pas très attentif à ce qui se passe dans le monde du jeu. Je le suis plus dans le vélo. Il se passe des choses qui peuvent coïncider avec ce qui s'est passé avec le monde du jeu à l'heure actuelle dans le vélo. Mais je suis persuadé que dans le monde du jeu, il y a de quoi faire, il y a de quoi aller de l'avant. Il y a aucun problème. Ne croyez pas que c'est de la nostalgie ou quoi au caisse. Je suis persuadé que ce qu'on a vécu à cette époque, si ça n'existe pas, ça va exister, mais si ça existe, c'est peut-être la revers et ça va arriver à un moment donné. C'est vrai que les réseaux sociaux ont un peu tout explosé. L'avantage qu'on avait, c'est qu'on était réunis sur un champ qui était beaucoup plus réduit. Oui. Donc peut-être que ça complique les choses, que tout soit explosé, mais le monde, l'histoire, l'humanité, c'est comme ça, c'est des cycles. L'ombre, la lumière. On a connu un pic où tout le monde était focalisé sur la même ligne. Ça s'est un peu dispersé, ça reviendra, c'est sûr et certain. Oui, voilà, j'aime aussi peu le c'était mieux avant. J'aime aussi peu le c'était mieux avant que le laisser la place qu'on entend souvent pour changer d'époque. En fait, les choses se font naturellement. Il y a de la place pour tout le monde, surtout dans ce milieu-là. Et un peu de simplicité aussi, c'est agréable. Quand on partage ces moments-là, on se rend compte que c'était très bien. Mais vous l'avez vu, c'était très bien ce matin aussi. On a passé une super matinale ensemble. Et ça fait les choses continuent. On continue de les écrire avec le plaisir et l'envie du moment qui peut changer en fonction des époques. On a Pierrot qui dit allez, c'est maintenant que Fall dit qu'il revient dans le milieu. Allez, vas-y. T'es toujours pas très loin du milieu, quoi qu'il arrive, de toute façon, même si tu joues moins. Je regarde, c'est normal. C'est un secteur dans lequel j'ai grandi. Donc, et puis, j'aime bien faire des parallèles par rapport à ce que je fais maintenant, essayer de comprendre les choses, parce que ça. En fait, c'est pas tant le jeu, hein, que je le dis, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les êtres humains. Donc, les gens que j'ai fréquentés, je les vois toujours. Moi, je te regarde de temps en temps. Quand j'ai vu que c'était avant-hier. Oui, il y avait Mathieu Despnous et Fabien et Yves. J'ai regardé pour voir comment ça se passe, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils deviennent, me retrouver dedans un peu. Oui. Voilà, je suis attentif à ça. Je suis moins attentif pas à l'industrie, mais au jeu. À l'outil jeu, parce que mon cerveau il est plutôt à l'outil vélo en ce moment, mais les ressorts restent les mêmes, donc je regarde revenir. C'est pas, de toute façon j'ai pas la place, puis je suis vieux maintenant, 60 balais, je laisse ça aux jeunes, quoi. Je veux dire, il y a une vivacité chez les gens. Mais on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de revenir pour être là, en fait. Je suis en train d'écouter la radio des jeux, l'interview de Pénélope et Marie. Oui. Voilà. Alors la fin de l'émission est un peu abîmée au niveau du son, c'est dommage, mais par contre c'est tout à fait audible quand même. Ils auraient peut-être pu utiliser des intelligences artificielles pour corriger le son, j'ai essayé vite fait, mais bon, je n'aurais pas imposé l'idée, mais ça marche ça, moi je l'ai fait avec Guillaume, ça permet de récupérer du son très très bien. Donc je disais, j'écoute la radio des jeux avec Pénélope et Marie, elles sont jeunes, elles sont très bien. Oui.
Tu vois, je veux dire, il n'y a pas besoin que je revienne, par exemple. Voilà. Bon, Il faut laisser la place après, il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas besoin. En fait, cette question de laisser la place, je la déteste parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui occupent la place à la place des autres. Mais non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. On fait ce qu'on veut, les gens ne sont pas obligés de regarder. Vous n'êtes pas obligé de regarder un monde de jeu comme vous n'étiez pas obligé de regarder Trick Track. Personne n'avait demandé à Trick Track d'exister, personne ne nous demande d'exister. Les choses se font naturellement en réalité et il y a vraiment de la place pour tout le monde. C'est pas une compétition. Et il n'y a pas besoin de revenir pour être là. En fait, t'es là quand tu veux, où tu veux, je pense. Fal, n'hésite pas à faire appel à moi si tu as envie de discuter d'un sujet. Moi, je suis très, très preneur de ce genre d'anecdotes. Je fonctionne un peu avec de la nostalgie et des anecdotes. J'adore ça. Prochaine étape, il faut qu'on arrive à te faire venir au chalet. On trouvera une occasion un jour. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. C'était la fin de cette matinale. On va vous laisser reprendre vos vies à tous. On vous donne rendez-vous. Alors, on est mercredi, donc demain, ça sera avec Pénélope, justement, pour vous parler des actualités ludiques. Ça commence à se tasser un peu en cette fin d'année, mais il y aura un peu d'actualité. Et puis, il y aura plein d'autres vidéos qui arriveront sur la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir et merci beaucoup.